Bien, je ne pense pas qu'il soit vraiment nécessaire de présenter ici devant cette noble assistance Xavier Vidal. Je me, je me, je me- Ça commence bien. Pourtant, il est là à mes côtés en personne. Et monsieur Musique Trad du CRR de Toulouse. C'est ça qui va nous parler de l'apprentissage par oralité. C'est ce que j'ai essayé de faire par oralité. Ben justement, parce qu'en fait, je ne savais pas qui c'est qui aurait en face là. Parce qu'il y a quelques personnes comme toi que je connais, mais je m'imaginais, moi, que je venais dans un truc avec des ethnomusicologues, un truc sérieux. Et je vois qu'il y a plein de praticiens et je me félicite de ça parce que c'est une rencontre, j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça, autant de praticiens avec l'ethnomusicologie. C'est super. Et finalement, j'ai un peu réorienté ce que je voulais dire parce que finalement, je vais parler du métier de transmetteur de la musique traditionnelle. Et parce que bon, peut-être je m'imagine que je suis dans deux postures. Quand je suis dans le milieu traditionnel, que j'y étais, parce que j'ai été collecteur et tout ça, je suis toujours collecteur, j'ai certains problèmes de légitimité. Par exemple, il y a une expression d'ailleurs, moi qui joue de la boudègue, je me souviens Louise Etarno, quand ça le faisait rigoler, je lui disais que j'enseignais la boudègue, et il y a une expression qui est dans la tradition populaire qui dit professeur des boudègues, c'est vraiment celui qui enseigne du vent, vous voyez. Donc voilà, ça me questionnait énormément. Et pourtant, on a été mis en posture là d'être des transmetteurs et tout ça, et dans l'institutionnel. Bon, ça c'est mon côté un peu, comment dire, modeste. Dans la tradition populaire, je suis apprenant avec certaines personnes, et dans l'institution, je suis celui qui apprend. Donc, bon, là, je suis un peu moins modeste parce que c'est vrai que j'ai connu la création de départements de musique traditionnelle un peu partout, j'y ai travaillé. C'est du travail parce qu'il faut faire les textes, rencontrer les élus et tout ça. Et donc, en fait, à peine j'ai commencé la musique, on m'a demandé d'apprendre. J'étais emploi à bar au Conservatoire Occitan, Raymond Barre, c'était 78. À peine tu savais jouer un peu, il fallait enseigner. Et puis je me suis dit quand même, il faut rencontrer des gens qui transmettent, qu'est-ce qu'ils ont à dire dessus. Donc j'ai eu l'opportunité de faire un truc universitaire, là, le LIVMI. Voilà, j'ai fait ça en 85. Et puis après, j'ai vécu la grande époque de la création des départements de musique traditionnelle. Et on a travaillé dans la création d'enseignement de musique traditionnelle dans le Tarn. Ils ne disaient pas le Tarn, ils disaient le Tar. L'Aveyron et le Lot. Voilà. Et puis depuis 2011, là, c'est au Conservatoire de Toulouse, CRR, avec un projet qui a été impulsé par le CMDT. C'est quand même Maëlys Bonnecaz qui est là, qui a lancé l'idée de rapprochement avec le CMDT. Et là, j'ai l'impression que c'est un nouveau travail avec quelque chose de très transversal, un esprit très transversal, parce que c'est la musique du domaine occitan, mais aussi c'est le flamenco, puisqu'on a un enseignement flamenco, et les musiques orientales, tout ça. Chaque ère culturelle apportant beaucoup de choses, évidemment, les musiques orientales, la modalité, le flamenco, les aspects rythmiques, l'accompagnement, etc. Domaine occitan, bien sûr. Et en plus, on a la chance d'avoir des étudiants qui viennent d'horizons très divers, ça a toujours été, des Brésiliens, des Anglais, des Catalans, pas vrai, Christina, des Mexicains, des Taïwanais, même un Réunionnais qui est dans la salle. Bon, voilà, c'est français la Réunion. Mais voilà. Donc, je me suis toujours mis dans une problématique. J'ai essayé, en rencontrant des gens, de me poser la problématique de comment transplanter cet enseignement dans ces institutions d'enseignement spécialisé. Et comment cet enseignement hors sol a toujours été quand même critiqué aussi par nous-mêmes, les gens des musiques traditionnelles. Donc je ne reprendrai pas ici tout ce qui a été dit sur Maurice Fleuret. C'était pour bousculer, Françoise a très bien décrit tout ça, le fonctionnement des pédagogies qui étaient pratiquées dans les conservatoires pour amener d'autres manières de pratiquer la musique. C'était pour que les pratiques musicales soient reliées à l'ethnomusicologie, ça c'est important. Et d'ailleurs, au début, souvenons-nous, je ne sais pas si ça continue, mais les musiciens, on a bénéficié de bourses d'État pour aller suivre les séminaires d'ethnomusicologie. Il faudrait que ça continue. Voilà. Et pour valoriser les acteurs locaux qui travaillent sur les cultures régionales et les cultures issues de l'immigration, en créant un réseau, en professionnalisant les musiciens. Voilà. Alors le métier d'enseignant de musique traditionnelle,
Il y a un problème de musiciens traditionnels, dans le milieu des musiques traditionnelles. Vous savez que c'est une incompatibilité entre musiciens professionnels qui relèvent souvent de l'intermittence du spectacle et musiciens professionnels de l'enseignement des musiques traditionnelles, qui est plutôt un salarié d'une structure associative. Parfois, c'est la convention collective socioculturelle, ou alors, s'il travaille pour une collectivité territoriale, il peut être titulaire de la fonction territoriale. Voilà. Ces deux statuts pour les musiques traditionnelles sont assez inconfortables. Je ne sais pas si ça a été dit. J'ai entendu beaucoup de choses. Je vais dire beaucoup de choses qui ont déjà été dites. Hein. Mais c'est assez inconfortable malgré tout. Parce que les professionnels du spectacle vivant, comme on les appelle, sont en permanence à l'affût des cachets. Ils rebondissent de projet en projet, de création en création. Et ils ont le nez dans le guidon souvent. Et actuellement, il y a beaucoup de contrôles. On leur interdit même de faire de la com ou de répéter. Ils ont l'URSSAF sur le dos. C'est très difficile. Et les enseignants de musique traditionnelle, en général, sauf cas rares, c'est difficile. Ils ont plusieurs employeurs, ils couvrent des territoires très larges, ils pratiquent sur des horaires difficiles. Bien sûr, ils sont avantagés s'ils connaissent bien le territoire sur lequel ils travaillent. Certains peuvent être transplantés, alors c'est difficile, ils découvrent. Moi, j'ai rencontré des jeunes professeurs en Haute-Loire qui avaient la pelle dans le coffre de la voiture vous savez, quand ils rentrent tard. Elles ne s'attendaient pas à ça quand ils sont sortis du CFEDEM. Voilà. Ils ont la pelle pour se déblayer quand ils rentrent à 10h le soir. Donc, vous connaissez ça. Donc, certains ont une situation confortable, moi j'en fais partie, mais d'autres, c'est plus dur. Bon, c'est un métier qui paraît au premier abord facile, puisque on dit qu'il y a les vacances scolaires, c'est un métier artistique. Dans la réalité, l'adaptabilité horaire est difficile, déplacement long, je l'ai dit. J'ai fait des enquêtes, j'ai été missionné, par exemple, auprès de musiciens dans le Cantal, je me souviens très bien, ou par exemple, j'ai fait une mission en Guadeloupe aussi, et j'ai trouvé beaucoup de situations de collègues qui s'étaient dégradés avec les années, tant au niveau psychologique qu'au niveau de la santé. Évidemment, ça se passe beaucoup mieux quand les structures d'enseignement employeuses se responsabilisent, et les musiciens aussi, en considérant qu'elles doivent valoriser l'enseignement comme musicien-interprète, comme acteur du territoire. Alors, il faut les associer à des organisations d'événements, de concerts, de balles, d'animations. Il faut que les musiciens soient impliqués dans l'associatif, les projets de diffusion. Alors, bon, on a eu cette chance avec quelques-uns, donc ça continue. Et s'il y en a encore qui ont cette chance-là, je ne sais pas, moi, quand j'ai travaillé à Figeac, on travaillait avec le centre culturel, il y avait Jean-Jacques Milteau qui passait. On pouvait faire un spectacle avec lui. Voilà, c'est super. Au niveau départemental, c'est ça qui nous a tenus dans le métier, faire des projets avec des intervenants extérieurs, des rencontres, projets avec Martial Pardo, que vous connaissez, peut-être il y en a qui le connaissent, le directeur du conservatoire de Villeurbanne, avec les harmonies, etc. Donc sortir l'enseignant des murs de la classe, si l'enseignant ne fait qu'enseigner, il s'use. Je le dis parce que là, il y a des futurs enseignants, des gens qui sont en formation. Faites attention à ça. Voilà. Alors après, le problème de légitimité, je l'ai dit dans la tradition, mais aussi dans le milieu de l'enseignement. Évidemment, votre légitimité, elle s'accroît quand l'enseignement est vraiment considéré comme acteur du terrain. Il est impliqué dans une réflexion sur la pratique de façon permanente. Il existe une vraie dynamique de réflexion et d'organisation pédagogique, là c'est bon. Comparer nos modes de pratique, de transmission, il faut qu'on se compare entre nous, et c'est pour ça que l'association qu'a lancée Françoise, c'est déterminant. La MDT, on a eu dans les AG des communications exceptionnelles, c'est super intéressant, ou par exemple aujourd'hui. Donc, entre musiciens traditionnels, mais aussi à l'extérieur, dans le conservatoire, avec les autres disciplines, en dehors aussi. Voilà. Nous, on travaille aussi à Toulouse avec l'ISDAT, Institut supérieur des arts de Toulouse, qui forme les gens à la pédagogie, au DE en particulier. Et on propose, alors l'ISDAT, c'est comme le CFEDEM, c'est intéressant, on en parlait tout à l'heure avec Jean-Jacques Decreux, c'est lié à l'université, c'est super intéressant, c'est exceptionnel même. Donc on peut dire aux étudiants, vous faites de la recherche, et donc quand même étudier les modes de transmission dans les musiques du monde en général. Donc ça c'est intéressant.
Bon, évidemment, je suis face à des ethnomusicologues. Je ne vais pas ici présenter tous les modes de transmission qui existent. Tu viens d'en parler, chercher des modèles, tout ça. Mais je peux parler d'un thème, par exemple. Je vais parler du temps de l'apprentissage. Se questionner sur le temps de l'apprentissage, comment ça se passe dans les conservatoires, comment ça se passe en dehors, dans les sociétés, par exemple. Alors, par exemple, on peut prendre le temps, je vous donne 3 exemples. Le temps d'apprentissage régulier. Bon, l'exemple, par exemple, je pense à comment ça s'apprend la musique dans les écoles de musique arabo-andalouse. C'est un peu le modèle du conservatoire. L'enfant, il débute dans une école, actuellement, dans une école associative, qui est dès l'âge de 5 ans, avec un cursus très balisé. C'est-à-dire que les premières acquisitions, c'est voix, texte, chant, diction, donc articulation. Ils n'ont aucun problème parce que parallèlement, ils vont à l'école coranique. Là, j'ai fait une enquête là-dessus. Ensuite, deuxième temps, rythme, percussion, accompagnement. Bon, voilà, c'est un deuxième temps. Troisième temps, instrumental sur les instruments mélodiques. Alors, il paraît que c'est nous, les Français, qu'on a imposé ça, la mandoline. Pour les gamins, c'est dur, hein, les doigts. Et après, si vous allez un peu plus loin, vous pouvez accéder au violon. Et si vous allez encore plus loin, le roi des instruments, le oud. Voilà. Et ensuite, quatrième temps, semi-professionnalisation. Vous arrivez à être autonome dans un ensemble. Donc, être vraiment... voilà, de donner votre avis, comment fonctionne un ensemble. Cinquième temps, vous êtes vraiment un professionnel, vous étudiez musicologiquement les styles, l'interprétation, et vous faites des recherches. Donc ces écoles associatives existent depuis le 19e siècle. C'est un peu le modèle qui existait en Afghanistan ou en Inde avec la musique classique de l'Inde à l'université. Moi j'ai des potes, ils ont étudié à l'université, ils y allaient tous les jours pour étudier la musique classique de l'Inde, ils y allaient pendant 15 ans tous les jours. Vous voyez, c'est un truc très balisé, très organisé dans le temps régulier. Mais en même temps, dans les musiques traditionnelles, il existe ce que j'appelle le temps d'autres temps. Le temps de la fonction du rituel, par exemple. Exemple, dans un groupe villageois, dans un quartier. Alors vous êtes en même temps musicant, musiqué, hein, Gilbert Rouget, passez d'un statut à l'autre, vous basculez à l'intérieur, etc. Et des sociétés qui fonctionnent aussi avec chacun à son rôle. Voilà. Et l'apprenti, ça c'est une notion qui m'intéresse beaucoup dans la transmission, qui peut être, l'apprenti est porté par le jeu collectif, par le mouvement collectif. Avec des étudiants, je collectionne les vidéos. Comment dans des cultures, les gens sont portés par un mouvement qui est chanté de mouvement du corps, et c'est très intéressant. Et il n'y a pas longtemps, j'ai visionné que m'a envoyé Maïder Martineau, une vidéo sur le Tchétchénie. Je passe ça, je n'ai pas le temps aujourd'hui, mais ça remet les pendules à l'heure sérieux. Voilà. Donc quand on est installé dans ce jeu collectif, on apprend, nous on a appris ça par exemple dans les battages au fléau, des trucs comme ça, comment on apprend les techniques de battage au fléau, etc. Et j'ai vu des exemples sur le terrain, par exemple les fifres de Pézenas. À Carnaval de Pézenas, vous avez la bande de fifres officielle, fifres et tambours, mais à côté, autour, vous avez des gens qui ont fabriqué l'instrument pour l'occasion, un truc en PVC, ils essaient de jouer, mais à la fin du carnaval, ils savent presque tous les airs. Et après, ils balancent le fifre et ils le reprennent l'année suivante. Ou peut-être ils arrêteront, ou peut-être ils rentreront dans le groupe. Vous voyez. Donc ça, c'est un temps du rituel. Nous, on pratique, pour transmettre les répertoires, la ronde chantée, ou le chant à répondre. 230 navires que le roi mit sur l'eau. Bon, déjà, vous savez un couplet. Vous saurez l'histoire, si vous êtes malin, vous saurez toute l'histoire à la fin. Le temps en pointillé, aussi. Alors nous, on a appris ça avec les musiciens traditionnels, c'est-à-dire que des fois, ils avaient des maîtres qu'ils allaient voir, les accordéonistes, mais des fois, ils les voyaient une fois de temps en temps, et il fallait faire 50 km à vélo pour aller prendre un cours. Donc voilà, le temps en pointillé. Et pourtant, alors le temps rituel et le temps en pointillé, il y en a d'autres temps, je ne peux pas tout décrire ici, mais ça donne des résultats hallucinants. Alors nous, on est là dans notre cours hebdomadaire, on n'y arrive pas, et eux, ils y arrivent. Alors donc on étudie, on voit comment ça se passe. Voilà. Donc, ne serait-ce que pour la question du temps et la pratique, on pourrait développer, voilà. Alors dans nos pratiques, le cours hebdomadaire, évidemment, de 15 à 16 heures, doit être mis en perspective des autres temps de l'enseignement. Et évidemment, chaque type de musique a un processus d'apprentissage spécial, évidemment. Je ne dis pas que si vous voulez apprendre la vielle, si vous faites un pointillé, je ne dis pas que vous y arriverez facilement, mais bon, voilà quoi. Donc ça,
on se pose des questions. Les acquisitions aussi, je prends un deuxième thème, est-ce qu'elles peuvent être globales ou spécialisées? Alors on insiste beaucoup, moi j'insiste beaucoup sur la globalité de l'enseignement. Pas de séparation entre le corporel, la voix, l'instrumental, et pas de séparation, prendre en compte tous les modes expressifs. Voilà. Le geste, bon, Lothaire Mabru, je ne vais pas citer Lothaire Mabru, vous avez lu. Donc les modes d'expression, qui sont tous à prendre en compte. Mode poétique, mode rythmique, mode mélodique, mode harmonique, mode dansé. Bon, ça j'ai appris ça avec Marc Lopuy, les musiques orientales. Eux, ils arrivent très très bien à identifier tout ça. Les modes, vous êtes soliste ou vous jouez en collectif, c'est deux modes différents. Il y en a d'autres. Le mode de l'espace, vous jouez dedans, dehors. Bon, Luc Charles Dominique, les instruments hauts, les instruments bas, etc. Vous jouez en concert dans la rue. Voilà. Après, ça c'est global. Après, enseignement à la carte. Alors on n'est pas là pour, comme les classiques, mettre tout le monde dans un moule. Et vous avez un enseignement global, mais quand même vous pouvez être spécialisé, instrumentiste, plus chanteur, plus musicologue, plus historien. Chacun est le meilleur dans son domaine. La super spécialisation, c'est bien, mais en même temps, voilà, vous avez possibilité, quoi. Il ne faut pas perdre de vue de ça dans les musiques traditionnelles. Voilà. Alors, la réflexion pédagogique, ne pas se conformer à ce qui existe, réfléchir, évoluer, réfléchir par comparaison avec les cultures du monde, en dehors, avec les autres styles. Bon, évidemment, les conservatoires avec lesquels on travaille, ils ont proposé des modes d'organisation, de pratiques pédagogiques qui ont fait leur preuve depuis longtemps pour les objectifs du conservatoire du 19e siècle. C'est un mode très particulier. Ils forment des exécutants, ils vont vous exécuter, et en faisant croire à tout le monde d'ailleurs qu'ils vont devenir solistes. Voilà, voilà. Ils sont héritiers d'une école ancienne qui a fait ses preuves et dans les objectifs recherchés. Ils ont du mal avec les exigences d'ouverture qui leur sont demandées, c'est difficile à gérer. Il faut former des techniciens irréprochables, des exécutants cultivés qui ont aussi une technique de fou. Il faut qu'ils jouent vite, des articulations irréprochables. Et en plus, il faut qu'ils touchent des domaines inhabituels pour eux, l'improvisation, la composition, l'arrangement, l'analyse, le rapport aux autres esthétiques. J'aimerais pas être à leur place. Ils ont des étudiants qui n'ont pas 3 vies, quoi. Et heureusement, qui peuvent prendre chez nous des façons de faire, qui sont, par exemple, l'aménagement du temps sous forme de stages, d'événements, de rencontres, que ça participe à cette ouverture. Par exemple, évidemment, nous, au conservatoire, on travaille, à ce moment, on travaille au département de danse des enfants. Là. On a travaillé avec les cordes, par exemple. À travailler avec les cordes, vous prenez tous les petits, et vous faites un bal, et les parents viennent vous voir. Ah, on n'a jamais vu jouer nos enfants comme ça. On dit, bon, ok, calmez-vous, parce que c'est peut-être qu'un moment, parce qu'ils ont leur boulot à faire. Vous avez la chance que vos enfants soient sérieux, qu'ils arrivent à suivre le truc qu'on leur impose. Donc vous l'avez choisi, ils l'ont choisi avec vous, continuez. Mais nous, on ne peut vous amener qu'une respiration. Parce que je sais qu'il y a des musiciens de trad qui se disent les grands spécialistes de l'ouverture, qui vont tout révolutionner auprès des classiques. Mollo, on va voir. D'accord ? Donc pour les musiques traditionnelles, là pour les propositions restent ouvertes, les pédagogies évolutives, on a parlé de Maurice Fleuret, prendre le contre-pied, ne pas s'enfermer dans les habitudes. Si les musiques sont à rentrer au conservatoire, c'est pour donner un air frais, la pratique collective, la variation, l'improvisation, le rapport geste-voix-instrument, j'en ai parlé, le rapport musique-danse, musique-poésie, et choisir la variation et la modulation dans l'organisation aussi. Et c'est quand même, si nous on n'est pas souple, qui c'est qui va l'être? Donc valorisation aussi de l'autonomie, la réflexion chez les enseignants, ne pas que tout ne soit pas décidé d'en haut, et que les pédagogies innovantes, ça soit partie du terrain. Bon, nous, on a la chance à Toulouse, là, on mène un projet avec le Québec, à l'Université de Laval, autour de l'ISDAT, et on voit des trucs superbes. Je cite que, par exemple, Philippe Genet, prof de trompette à Villeurbanne, qui a montré une vidéo où il montre vraiment qu'est-ce que c'est l'enseignement mutualisé entre les gamins. Rien que cette vidéo, moi je la montrerai à tous les profs de musique. Voilà, c'est un truc, ils ont tout réorganisé, et ils ont supprimé les cours de formation musicale, ils prennent les gamins à la suite, ils font formation musicale et pratique instrumentale à la suite, le même jour. Et les gamins se critiquent entre eux, le prof il a presque rien à dire. Et c'est souvent celui qui regarde par la fenêtre qui à la fin briefe tout le monde. C'est quand même, cette vidéo est extraordinaire, je vous la conseille. Voilà, Philippe Genet. Travailler en réseau, école de musique obligatoire, il reste 5 minutes.
avec les associations, les collecteurs, les médiathèques, les archives sonores, la recherche, l'ethnomusicologie, j'insiste, parce que vous avez beaucoup les ethnomusicologues à nous amener, évidemment. Et moi, j'essaie de faire intervenir des ethnomusicologues. Malheureusement, Jean-Christophe Maillard est décédé, mais on espère qu'il y en a d'autres qu'on va pouvoir inviter aussi. Bon, on voit les ethnomusicologues en posture, nous, un peu différente à PMEC, Peuple Musique au Cinéma, qu'on organise avec Claude Sicre, où vraiment les ethnomusicologues se confrontent à la société avec des spectateurs qui posent des questions naïves. Et même Lorta Jacob, là, il ne fait pas son malin quand on lui pose des questions naïves. Il est obligé de s'adapter. J'adore. Pour les musiques traditionnelles, le niveau technique est demandé, bien sûr. Et ça a été dit par, je ne me souviens plus si c'est Jacques Baudouin qui a parlé de ça, ou peut-être quelqu'un d'autre. Niveau technique, bien sûr, ça sert. Mais en même temps, le niveau culturel est indispensable. Parce qu'il influe sur le niveau d'interprétation, sur ce qu'on appelle le style. C'est une appropriation personnelle. Le style, qu'est-ce que c'est? C'est l'intégration, l'appropriation d'une culture musicale. C'est la référence au maître. Et en même temps, c'est l'approche par rapport à cette tradition. L'élève peut et doit jouer différemment que le maître. Comment développer un style sans connaître l'histoire de ces musiques? Se situer dans cette histoire. Quel est le rapport entre la tradition et l'expression actuelle, presque la création? Nous avons des étudiants qui viennent d'autres milieux des musiques traditionnelles. Ils ne viennent pas des musiques traditionnelles, ils viennent de l'électroacoustique, de la variété du jazz. On est en contact avec des écoles de musique actuelles, dites actuelles, à Toulouse, en particulier musicales. Et donc, on essaie comme ça, eux, ils viennent chercher l'histoire de ces musiques. Parce que la pratique musicale, ils l'ont. D'accord? Ils ont une pratique souvent supérieure aux gens du milieu des musiques traditionnelles. Voilà. Juste un mot, et comme il me reste, l'écueil et la refolklorisation des musiques traditionnelles. Alors ça, je dis, telle esthétique, ça a été dit, telle esthétique chantée, dansée, jouée, tel interprète est présenté à tort ou à raison comme l'exemple à suivre. C'est parfois restrictif. Parce que moi, je sais, mes étudiants en flamenco, tous les jours, ils se prosternent devant Paco de Lucia. C'est vrai qu'au début, quand ils arrivent, après, il dit, il y en a d'autres. Tu l'as montré qu'il y en a d'autres. Voilà. Comme si, en jazz, vous savez, vous avez souvent rencontré des gens de jazz. Est-ce que tu joues le chorus à l'identique que John Coltrane? Et donc, il ne faudrait pas que Léon Perra, Antoine Bouscatel ou Ulysse Salès, ça devienne la même chose, que des espèces d'icônes que tout le monde imite. Évidemment. Bon, il faut s'inspirer, mais imiter à l'identique. Donc avoir une vision ouverte de l'expression musicale. Les modèles instrumentaux et vocaux dominants, ça je crois que c'est Luc qui en a parlé, dans les écoles de musique, il y a eu tendance à dire la Vielle-à-Roue à Clermont-Ferrand, la Cabrette à Aurillac et le Laoboy à Sète. Bon, d'accord, c'est des instruments identifiés, c'est une espèce de rock folklorisation qui fait qu'il y a plein de formes d'expression qu'on laisse de côté. Moi, je parle par exemple des expressions parasonores. Bon, évidemment, pour moi, le rhombe ou le tambour à friction, qu'on appelle chez nous Brahma Biao, c'est aussi important que la boudègue ou que la vielle-à-roue. Vous voyez? Donc, il ne faut pas. Voilà, on a un domaine d'expression qui est large, il faut tout intégrer, essayer. Voilà. Donc, les interprètes actuels, je voulais en parler aussi, qui sont souvent dans la posture souvent des musiques actuelles, et c'est normal, les jeunes musiciens dans les mouvements des musiques traditionnelles, qui sont sur la scène, le disque, le concert, ont une tendance à lisser le son, à être exclusivement dans le tempérament égal, à ne pas travailler sur l'élasticité rythmique, à standardiser la variation, qu'ils pratiquent souvent comme dans le jazz, en se référant souvent à des trames harmoniques, des grilles, et pas comme la variation mélodique, rythmique, comme par exemple la diminution dans les musiques anciennes et baroques, comme pratiquent certains. Moi, j'ai rencontré il n'y a pas longtemps Jean-Marc Lempeignat, que je n'avais pas vu depuis longtemps. Là, il m'a scotché. Voilà. C'est ce qu'on appelle l'hétérophonie, qu'on trouve dans le jeu cabrette-accordéon, qu'on trouve dans le tambour au bois, qu'on trouve parfois dans le tambour fifre. Voilà. Et de mon côté, c'est dans le collectage d'un côté, dans les musiques du monde de l'autre, qu'on a trouvé de la matière pour proposer. C'était l'enrichissement pour l'enseignement. Développer une expression dans la virtuosité, mais aussi dans le geste minimal. Même les ratés, ça fait partie du discours. Vous avez vu, là, j'étais en train de vous parler. J'ai mon accent, mes ratés, tout ça. Voilà, quoi. Ça fait partie du jeu. Après, bon, je termine juste en disant, je voulais en parler, mais il n'y a pas le temps.
Le cursus que moi je me suis imaginé dans ma tête, c'est un cursus que j'avais développé déjà en 94 là, en note, c'est le truc de la FMDT. C'est un truc qui prend en compte, disons, les acquisitions musicales avec un développement du travail sur le corporel. Le corporel, le balancement, la ronde, le chant, avec le chant à répondre, la rythmique, le cercle, la ronde, etc. Bon, si vous êtes intéressé, vous le lirez ici. Et j'en dis pas plus parce que je suis allé un peu vite. Merci. Merci beaucoup. Alors, sans plus tarder, je propose de donner la parole à la salle sur des questions qui ne laissent pas indifférent. Oui. Jean-Jacques, attends, le micro arrive. C'est quand même... Oui, il y a une notion qui a commencé d'apparaître depuis au moins ce matin et que tu as abordé de façon déjà explicite, qui est celle de voilà, la transmission. L'enseignant se situe dans une économie, ce qui n'est pas vraiment au sens premier, enfin, c'est pas du tout péjoratif dans ma bouche. Comment le système de transmission est impacté éventuellement par cette économie, ou comment au moins toi tu deals, si j'ose dire, comment tu t'arranges de ça, est-ce que tu as des stratégies particulières, etc. Moi, j'ai été privilégié comme d'autres de ma génération, c'est-à-dire que comme on était dans la création de tout cet enseignement spécialisé, donc les choses se mettaient en place et on arrive, je sais pas, moi maintenant je suis fonctionnaire territorial, fonction publique, c'est pas depuis pas très longtemps. Bon, je me suis un peu toujours satisfait des situations un peu instables, hein, je te dirais franchement. Mais quand même, ce que j'observe, c'est que c'est attaqué de partout et qu'il y a des endroits où quand même les gens sont très menacés économiquement sur leur statut et tout ça. Je prends l'exemple du Cantal, par exemple, que je connais bien, c'est voisin de chez moi, de l'Aveyron et tout ça. Et je le dis souvent, en conseil pédagogique au conservatoire, à mes collègues, les classiques et tout ça, je leur dis souvent, quand vous avez un conservatoire où il y a 2000 élèves qui concernent une agglomération de 800 000 habitants, et si un jour la population se révolte, les premiers pendus, c'est nous. Parce qu'ils vont dire cela, ils concernent 2000 élèves sur 800 000 habitants, et donc on a intérêt à se bouger pour être légitime par rapport à ça. Parce que moi j'ai rencontré Magid là, de Zebda, il me dit, tu vois, dans mon quartier, tu vois l'autre côté de la rocade, c'est Cugnot, ils ont une école de musique, nous on n'en a pas. Et il dit, est-ce que les gamins de mon quartier, ils vont aller au conservatoire en centre-ville? Non. Et est-ce qu'ils vont aller à l'école de Cugnot? Non plus. Donc on est dans une situation très très périlleuse. On le voit, les conservatoires sont attaqués de partout. Et j'observe qu'il y a des formes d'organisation aussi plus associatives, mutualisées et tout ça, qui sont intéressantes, où les gens essaient de s'organiser parce qu'ils voient bien que l'institution est menacée. En fait, il y a un deuxième versant, je m'excuse, Oui, à cela, tourne un peu de temps, et auquel je pensais plus, c'est que l'enseignant, il est forcé, il joue dans des groupes, il joue tout seul, etc. Et par rapport à cette économie de la musique, donc il y a une pratique, il y a des styles qui se développent éventuellement, ou qui s'individualisent, où il y a des formes nouvelles éventuellement qui apparaissent. Voilà, comment tu te positionnes, toi, par rapport à ce que tu transmets à tes étudiants en la matière, comment toi, en tant que musicien aussi, par rapport à ta pratique? Déjà, les étudiants, ce qui manque, c'est justement le travail de réflexion sur le projet pédagogique, sur le projet professionnel, parce qu'on est là pour apprendre prendre des sources, pratiquer, avancer sur la pratique instrumentale ou vocale, tout ça, et on ne prend pas assez le temps. Enfin, je suis questionné beaucoup là-dessus, sur le projet professionnel, parce qu'ils sont tous précaires, quoi. Mais c'est difficile, peut-être c'est la question que tu poses. Après moi, personnellement, l'équilibre entre ce que je peux faire musicalement et après mon statut d'enseignant, c'est intéressant, parce qu'au moins, comme je suis salarié d'une structure et pour laquelle j'enseigne, je peux m'investir à un niveau associatif et être, je m'occupe de l'association Lagrange, dans le Lot, c'est un truc... il y a une permanence, c'est associatif, on peut faire du collectage, voilà quoi. Je pense que ça fait partie du travail, voilà quoi.
Et même maintenant, à Toulouse, je suis investi aussi dans la convergence occitane. Donc, bon, on a des boulots quand même. Bon, mais s'il y a du travail, je sais pas, c'est un peu comme les instits, quoi. Comment ça se fait que dans l'associatif, il y a des instits? Ben, comment ça se fait que dans l'associatif, il y a des profs de musique traditionnelle? Ils ont un peu le temps, quoi. C'est pas comme le mec. Moi, je vois un mec qui monte sur sa grue tous les matins, à côté de chez moi, là. Il monte à 8 h du matin, il descend à 18 h. Celui-là, à mon avis, il n'a pas le temps de faire de l'associatif. Voilà.